Hey, bonjour chers téléspectateurs et très bonne année 2015 à vous. Bienvenue pour cette première vidéo de Kill et Frag de l'année. Okay, let's get this show on the road, gang. Alors ce premier numéro de Kill et Frag sera un petit peu spécial, il reviendra sur les meilleurs et aussi sur les pires films que j'ai vus pendant l'année 2014. Alors si certains films ne sont pas dans la sélection, il y a deux raisons. La première, c'est soit je n'ai pas vu le film, la deuxième, c'est soit j'ai vu le film et je ne considérais pas que le film entre dans la catégorie. Cette sélection étant évidemment personnelle, elle se base sur ce que j'aime voir au cinéma et sur les choses que je consomme généralement. Cependant, en partant de ce principe, attendez-vous à quelques petites bonnes surprises et à quelques films dont on n'aurait pas vraiment parlé ailleurs. C'est quoi ce bordel ici? S'appelle comment votre chien? Rocco, comme l'acteur italien Rocco Siffredi, tu connais? Non, monsieur. Très bon acteur. Nous allons donc commencer cette classification avec les quelques plus mauvais films que j'ai vus cette année, en poursuivant ensuite avec les plus bons. C'est parti! Bon alors, il n'y avait pas vraiment ce qu'on pourrait appeler d'énormes mauvais films cette année, mais il y avait des films qui étaient vraiment à un point où alors je pouvais pas me taire. Il faut simplement que j'en parle parce que c'est aussi le truc intéressant de faire des listes sur internet, c'est d'opposer les avis et de voir ce que certains pensent. Et pour les mauvais films, malheureusement, eh ben, ce sont des films qui sont plantés là où ils auraient dû réussir. Je ne pensais pas autant grincer des dents devant une comédie depuis l'ignoble Projet X. Le vrai truc drôle du film Babysitting, c'est que cette comédie portait les bases d'une bonne comédie de mœurs. Le gros hic, c'est qu'au final, Babysitting n'a de comédie que le genre, et se résume à un gros délire kikoulol, plombé par des impératifs de potacherie branchouille de gros guignols torchés à la bière et aux extas, qui demandent que l'humour vise souvent le rat des pâquerettes, que le found footage cautionne tout abandon de mise en scène, et que la recherche de la blague toutes les secondes excuse un script au dénouement minable. Ça a déjà plus d'âme que Projet X, mais ça reste quand même un bien terrible truc. Ça n'étonne plus personne dans 2014 qu'on remette encore du monde avec des films basés sur une ligne de jouets. Mais jamais je n'aurais cru que la saga Transformers pousserait ses excès à un niveau aussi vomitif. Ce blockbuster boulimique, chargé comme une pile de Big Mac arrosée à l'huile de friture, a de quoi saturer littéralement votre système nerveux. Et ce calvaire est tiré sur 2h40, ce qui se croit drôle, impressionnant ou génial au choix, est une orgie visuelle bien dure à avaler, même pour les défenseurs les plus hardcore de la série. Les Tortues Ninja n'est pas dans ma liste de pires films, et il a beau être produit par Michael Bay et contenir les travers de son cinéma, il demeure à côté de ce Age of Extinction un bien meilleur divertissement. Transcendance, c'est le film qui avait tout pour plaire, mais qui retombe comme un soufflé. Premier long de Wally Pfister, chef photo attitré de Christopher Nolan, le film tombe dans le piège du film con qui croit être plus malin que son public. C'est ennuyeux, prévisible, pompeux, jamais crédible. Les acteurs venus encaisser un bon gros chèque s'ennuient clairement au même niveau que le spectateur dans ce drame de SF même pas digne d'une des plus mauvaises saisons de la 4ème dimension. À zapper donc. Ça, en même temps, on s'en serait douté. Annabelle, spin-off déjà pas fameux de Conjuring, est une bouse lamentable qui exploite le filon du film d'horreur fauché avec un sens du racolage et de l'ennui certain. Un autre navet à ajouter au CV du réal déjà responsable du bien gratiné Mortal Kombat Destruction Finale. Énième rigolade qui joue la carte de la trouille facile, l'ensemble n'est même pas digne d'une série B sortie directement au vidéoclub. Je n'en attendais rien et au moins, je n'ai pas été déçu de ce côté. Par contre, côté horreur, la déception vient de nos amis espagnols qui nous ont pourtant habitués à bien mieux. Reg 4 fout en l'air tout ce qui faisait le sel de la saga, troque son côté found footage pour un huis clos tout pourri qui se contente du minimum syndical dans tous les départements. Pour le coup, le film qui suit dans ma sélection de pires films fait plus office de film d'horreur que ce Reg 4 au trouillomètre vissé à zéro. SMS fut personnellement l'une des pires expériences que j'ai vécues dans ma vie dans une salle de cinéma. Comment peut-on se sentir un poil confortable devant un film qui semble ne pas avoir saisi la subtilité du Schadenfreude? Comment ne pas enrager devant ce calvaire filmique dans lequel le pourtant bon acteur Guillaume de Tonquédec essaie de sauver un concept qui échoue même aux tentatives les plus basiques d'humour? Fuyez à toute allure devant ce torture porn de la comédie, cette chose déprimante, trop cruelle, trop vacharde qui donne vraiment pour le coup envie de se tirer une balle. Sorti discrètement en début d'année, le dernier film d'Alex de la Iglesia, grand maître du ciné de genre ibérique, cassait la baraque. Le réal trash du Jour de la Bête et du Crime Farpé convoque sa verbe décapante et son humour explosif pour orchestrer un récit à la fois hilarant et intelligent qui traite des rapports tendus entre les sexes. Un mariage entre horreur et humour réussi, farci de passages dantesques et de grandes scènes de porte-nawak, menées avec une aisance déconcertante et une énergie définitivement communicative.
Avec tel père tel fils, le réal japonais Hirokazu Koreeda ausculte de nouveau la sphère familiale de ses contemporains. Sorte de version dramatique de La vie est un long fleuve tranquille, le film est porté par des comédiens incroyablement justes et l'apparente simplicité d'une mise en scène épousant les turpitudes d'un récit hautement crédible et jamais misérabiliste. Une observation du microcosme familial nippon, sensible et pertinente. On pensait qu'après la claque Tonnerre sous les tropiques, Ben Stiller reviendrait à la grosse pantalonnade bien grasse et satirique. Monumentale erreur. Son dernier métrage est une rencontre réussie entre comédie à vocation populaire et métrage aux intentions vaguement auteuristes. Son Walter Mitty a des lieux de ses rôles de sympathique bouffon habituel et le héros d'un récit lambda se mue en aventure bigger than life. Ça a un petit côté carte postale et ça ne change franchement pas la donne, mais le film reste une tentative intéressante, surtout sortie d'Hollywood. Après le charmant mais plan-plan Hugo Cabret, Scorsese revient en force avec un film presque aussi shooté que son charismatique personnage principal. 3 heures de frasques non-stop livrées par un casting au top, au cœur duquel trône un DiCaprio en Golden Boy aux dents longues qui fait passer Gordon Gekko pour un enfant de cœur. Dynamitant avec un sens de la satire féroce des nombreuses facettes de l'American Dream et de l'ascension fulgurante de la génération yuppie, le réal légendaire s'en donne à cœur joie en filmant ce pur mindfuck filmique. En bref, du ciné purement explosif. Le deuxième long de Riyad Sattouf imagine à la manière de Borat une petite société dont les us et coutumes hautement absurdes s'amusent des courants idéologiques et religieux. Avec son postulat d'une société inversant l'égalité des sexes, l'auteur orchestre une satire follement drôle et fraîche, surtout dans le paysage morne de la comédie française. Une comédie qui se risque à faire autre chose et qui peut amorcer un débat sur les sujets qu'il sous-tend. Jackie au Royaume des Filles est un petit ovni bien sympathique, pas révolutionnaire, mais un divertissement aussi salvateur que jouissif. À moins d'haïr l'humour bien absurde, on rit beaucoup devant les aventures de ce Candide des temps modernes, emporté malgré lui dans un conte de princesse à la fois cruel et tendre. Bien belle surprise. Avec 12 Years a Slave, Steve McQueen livre un regard sans concession sur l'horreur de la traite négrière. À la différence du Django Unchained de Tarantino, expérience de cinéphilie purement cathartique, les métrages de McQueen optent pour un devoir de mémoire austère et poignant. Pas un très grand film à proprement parler malgré son casting au poil, mais un film historique dont la dureté et le jusqu'au-boutisme dans sa démarche en font une œuvre d'intérêt public. Un des films qui auront bien fait jaser l'année passée. Wes Anderson sait se réinventer à chaque film. Il nous livre une fois de plus une œuvre délirante et colorée où des personnages aussi barjots que délicieusement charmants se croisent au cours d'une intrigue évidemment rocambolesque, le tout dans une ambiance début de XXe siècle un brin surréaliste. Les connaisseurs de son cinéma seront en territoire familier, le cinéaste ne dérogeant pas à ses habitudes stylistiques ni à l'humour pince sans rire qui ont fait sa renommée. Long dialogue envoyé au débit de mitraillette, une obsessionnelle composition du cadre, ainsi qu'une production design aux petits oignons. Une évidence s'impose durant le visionnage de The Grand Budapest Hotel. Anderson vise clairement le magnum opus, clairement des rendez-vous de cinéma immanquables de 2014. Captain America, le soldat de l'hiver, combine thriller high-tech et film de super-héros avec moult efficacité. On doit le succès de cette suite maîtrisé non seulement au retour d'acteurs en forme, à l'arrivée symbolique d'un toujours aussi fringant Robert Redford, mais surtout au scénario étonnamment solide et la mise en scène affûtée de Joe et Anthony Russo, deux prodiges venus de la télé, qui non contents de réussir à installer une atmosphère de film d'espionnage prenante, nous envoient quelques-unes des meilleures séquences d'action du genre, aussi lisibles et punchy que celles d'une page de comic book. Et même si Marvel Studios tend à tailoriser progressivement ses films, leur choix de réel audacieux permettent de tirer quelquefois leur épingle du jeu. Bon, je ne vais pas vous ressortir les sempiternels discours sur le ciné génial de Spike Jonze, ni sur le succès de son dernier métrage, Her. Vous l'avez probablement déjà vu, et pour les plus sensibles d'entre vous, pleurez comme des madeleines pendant la séance. Le drame existentiel du co-créateur de Jackass, histoire d'amour simple, mais ô combien charmante d'un homme et d'une intelligence artificielle, est une parabole à la fois désenchantée et optimiste de nos relations et de notre lente déshumanisation dans cette ère gangrénée par les réseaux sociaux. À mon humble avis, il manquait un peu plus d'humour à l'œuvre pour véritablement toucher les cimes du grand film. Mais bon, un film où Scarlett Johansson ne casse pas les pieds et où Joaquin Phoenix porte la moustache, ça casse déjà pas mal de briques. Attention, voilà du lourd. Surtout connu par son nom de scène musical, Monsieur Oiseau, Quentin Dupieux défile la comédie formatée depuis son premier long, Steak, sorti en 2007. Vinrent ensuite Rubber et Wang, de petits bijoux de drôlerie malade bourrés d'idées folles. Le musicien slash cinéaste récidive avec son nouvel opus Wang Cops, film plus barge tumeur, dépeigné au sein d'un décor de Los Angeles à la dérive, les frasques de flics ripoux absolument frappadingues, dans un maelstrom d'absurdités morbides et perverses. Transgressif, loufoque et doté d'une bande-son du tonnerre, Wang Cops est un grand porte-nawak défiant toutes les attentes de classification qui carbure au rythme de sa propre folie et à celle de ses comédiens au diapason. Le cinéma de Dupieux assume et prône le non-sensique, démarche couillue et salutaire, à l'heure où même le plus débile des navets doit être rationalisé pour se donner une soi-disant caution artistique. Cette année, on a vu les tanks de Fury débouler sur nos écrans. Du même auteur David Ayer, il y avait Sabotage, un petit raid d'adrénaline hyper bourrin, bien plus roublard qu'il n'y paraît.
Ce qui semblait être une énième série B avec un Schwarzy de retour dans les spotlights se révèle être un thriller plutôt bien ficelé dans lequel l'ex-Governator livre un rôle de composition intéressant, même si dans la veine de ses rôles les moins étoffés, entouré d'une belle brochette de comédiens jouant tous pour l'occasion la meute de loup hyper macho s'envoyant des phoques toutes les 20 secondes. Grâce à une mise en scène nerveuse, Ayer orchestre une boucherie qui illustre un commentaire bien grave sur le cycle de la violence et la déshumanisation qu'elle entraîne dans le courant des rapports humains. Pas un chef-d'œuvre à proprement parler, mais un film bien au-dessus du simple actionneur décérébré. Après beaucoup de choix de casting douteux, Nicolas Cage retrouve enfin un vrai rôle en incarnant le Joe du film éponyme de David Gordon Green. Le réal de la farce potache Pineapple Express et créateur de l'excellente série Eastbound and Down, Kenny Powers en version française, signe un drame craspec et violent planté dans l'Amérique rurale. Bien sûr, ce récit initiatique d'un loser qui prend sous son aile un jeune motivé ne réinvente pas la roue, mais son traitement est fait avec suffisamment de justesse et de recul et frappe les bonnes notes quand il faut. Sans être un chef-d'œuvre, une des très bonnes surprises ciné de l'année. Ça y est, Marvel s'attaque au pan d'histoire les plus dingues de son incroyable cosmogonie. X-Men Days of Future Past voit Bryan Singer reprendre les rênes de la saga 10 ans après X-Men 2. Résultat des courses, un blockbuster généreux, dynamique et galvanisant, qui remplit son cahier des charges avec une étonnante efficacité et parvient à gommer même l'existence de l'horrible X-Men 3. Ça barde. Autre film passé quasi inaperçu dans nos salles obscures, L'île de Giovanni est un drame japonais d'après-guerre vu à la hauteur d'enfant, aussi émouvant que tendre, qui ne sacrifie jamais le développement de ses protagonistes sur l'autel du mélodrame historique facile. Si le tombeau des Lucioles vous avait déprimé, préparez-vous à sortir les mouchoirs devant ce film qui a le graphisme plaisant d'un feel-good movie, mais le fond d'un drame mature. Un film utile, car parlant d'une page d'histoire peu connue et inculquant aux plus jeunes des leçons de tolérance et d'espoir. À redécouvrir donc. C'est grotesque, outrancier, parfois faussement poétique, mais tellement prenant. La dernière descente aux enfers signée David Cronenberg nous emporte dans les coulisses bien sales d'Hollywood. Son film choral saupoudré d'une bonne couche d'humour noir est une déstructuration d'Hollywood et d'un star system hautement pervers qui phagocyte les existences de personnages malades et à l'ego démesuré. Avec son scénario malin et son côté soap-opéra hardcore, le film valait bien évidemment le coup d'œil. Si Dragon 2 souffre de problèmes de rythme et de structure, il n'en reste pas moins une suite honorable au carton de 2010. Comme toujours, le film est beau, renversant et doté d'une sublime bande-son. Mais on aurait souhaité que cette suite aux velléités narratives matures, ce qui devient rare dans les productions DreamWorks, mène sa logique avec encore plus d'audace et moins de compromis dans sa mise en scène. L'ensemble est donc convaincant sur la forme, mais mi-figue-mi-raisin sur le fond. On espéra que l'éventuel 3e épisode saura faire évoluer la franchise dans le bon sens. Le premier American Nightmare figurait sur ma liste des pires films de 2013, et ce malgré un postulat absolument monstrueux. Sa suite, heureusement, nous fait oublier le douloureux souvenir d'un panic room sous l'Exomile. Ce Purge 2 est donc une suite supérieure qui rentre dans le vif du sujet, à savoir une partie de chasse entre riches et pauvres, illustrant avec une subtilité pachydermique les gouffres des inégalités sociales. Une suite bien chouette et brutale, dans laquelle des individus de tout poil se débarrassent des oripeaux de la civilisation pour se repaître dans l'expression de leurs plus bas instincts. Un schlock moderne, sans surprise, mais qui tient enfin les promesses de sa note d'intention, et se la joue plus viscérale que faussement cérébrale. À défaut d'être malin, soyons cons à fond. La vraie grosse baffe de l'année, le rendez-vous ciné qui ne fallait pas bouder sous peine d'être accusé de crime cinéphile, c'était bien le conte de la princesse Kaguya de Isao Takahata, chef-d'œuvre d'une simplicité pure et d'une puissance phénoménale qui témoigne encore une fois du talent incroyable des artistes, de l'élan humaniste et artistique qui anime les œuvres des studios Ghibli. Si le trait épuré et élégant, la force de ses thématiques universelles, la renversante musique de Joe Hisaishi et la brillance de sa mise en scène vous ont laissé indifférent, il vous faut faire un passage à la case psy. Parce que clairement, il faut avoir un grain pour ne pas tomber sous le charme d'une œuvre aussi géniale. Les Japonais continuent à damer le pion de la concurrence, non seulement parce qu'ils n'ont, eux, pas laissé la 2D mourir, mais aussi parce qu'ils savent mieux que personne créer une œuvre sans devoir la formater pour un quelconque public. Et ça mérite le respect. Vous avez aimé The Raid ? C'est bien. Mais vous ne vous êtes pas déplacé en masse pour sa suite The Raid 2, qui du coup fait tout ce qu'une suite digne de ce nom devrait faire. À côté, le premier opus passe pour une série B bordélique, c'est dire. Ça bastonne toujours aussi fort, mais cette fois avec un sens plus aigu de la chorégraphie, une mise en scène davantage travaillée et de vrais enjeux dramatiques dans la veine des bonnes fresques tragiques policières asiatiques. Du coup, on se retrouve devant des gunfights vénères et des démonstrations de tatanes simplement épiques qui convoquent le meilleur du ciné de genre pour offrir une œuvre composite, jouissive et ultra viscérale. Ça place la barre bien haut pour tous les autres films d'action à venir. La planète des singes, rebootée sauce 2011, on y croyait moyen, ça a finalement marché. Et dans ce bon parcours, la suite ne déçoit pas. Pur récit post-apocalyptique, matiné d'un brin de réflexion sur la folie des hommes et les clashs de civilisation, le film nous immerge au cœur d'un splendide décor de San Francisco en ruine que se disputent humains et singes.
On oublie le boulot génial de la performance capture pour se laisser happer dans cette histoire réussie, ponctuée de quelques scènes très badass. La planète des singes l'affrontement est un blockbuster malin qui vient confirmer l'essai d'un bon premier opus. Pour une fois que la Fox n'en tue pas une de ses licences, ça se fête. Mr. Babadook, histoire de croque-mitaine réaliste et dépressive, était l'une des bonnes surprises de l'année au rayon horreur. Avec son atmosphère anxiogène et son scénario explorant les affres du deuil et de la maternité, le film de l'Australienne Jennifer Kent est un calvaire psychologique qui déstabilise joyeusement son public. Un premier film très convaincant. Bon, il faut arrêter de comparer ce qui n'est pas comparable. Les Gardiens de la Galaxie n'est pas à la relève de Star Wars. Ce qu'il est, c'est un Avengers version loser, sympa, drôle et bien rythmé. Mené par James Gunn, ancien de chez Troma, le film ne fonctionne pas pour son intrigue tenant sur un timbre-poste, mais bien pour son groupe de personnages en marge et sa propension à faire de la référence pop culture une arme de dérision massive. Un space opéra fun et marrant donc, qui change un peu de la donne Marvel habituelle. Mais attention, ne crions pas totalement au génie. Dernière d'une longue liste de comédies potages dont nos amis ricains ont le secret, Mes chers voisins est une comédie régressive de conflit générationnel au cœur duquel Seth Rogen et Zac Efron jouent les adolescents qui se livrent une guerre de quartier. C'est bien sûr vulgaire, crade et hautement référentiel, et hautement stupide par moments, mais parfois aussi tendre et correct par rapport à l'observation des mœurs contemporaines. Ça n'a rien de brillant, mais c'était quand même l'une des comédies les plus drôles qu'on ait eues sur les écrans cette année. Pour beaucoup, le meilleur film de 2014, c'était Lego, la grande aventure, film d'animation vitaminé qui explorait avec malice le concept du film marketing. Des mêmes auteurs, et dans la même veine quasi satirique, 22 Jump Street, suite du film tiré de la série télé, se moque ouvertement du buddy movie et des suites de films en général. Sur les codes du genre, pour mieux les dynamiter, les réals Chris Miller et Phil Lord ont concocté une comédie dotée d'un vrai sens de la rigolade et d'une subversion de tous les instants, fusillant les clichés d'Hollywood avec jubilation. C'est pas grandiose dans le fond, mais une comédie aussi libératrice et allumée est bien trop bonne pour qu'on s'en prive. Petite particularité dans cette sélection, car le film dont je vais causer ne sera pas distribué en France et est sorti en VOD, et du fait de sa relative obscurité, ne s'adressera qu'à un public de niche. Aussi, je profite de cette vidéo pour porter à votre attention le très chouette Angry Video Game Nerd Movie, sorti en septembre dernier. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Angry Nerd est une des figures de proue de la critique de jeux vidéo sur internet, dont sont tributaires plusieurs vidéastes inspirés, le joueur du grenier en tête, ou Benzaï et son Hard Corner, qui nous a également donné un très chouette film cette année. Le nerd Avatar Geek qui vomit sa bile sur les pires jeux rétro de l'existence depuis plus d'une décennie passe à la case ciné après 4 ans d'une longue production qui a pu se faire en grande partie grâce au financement participatif. Son créateur, James Rolfe, cinéaste indépendant hardcore, a impliqué ses fans dans toutes les étapes de la création et a accouché avec son co-réalisateur Kevin Finn d'une série B de 2 heures joyeusement loufdingue et sympathique, accessible aussi bien aux néophytes qu'aux fans du personnage. Avec sa poignée de caméos savoureux, des effets spéciaux volontairement cheapos, une trame sonore signée Per McCreary, génial compositeur de Walking Dead et Battlestar Galactica, ainsi qu'une pelletée de références amusantes, Rolfe a su créer une œuvre somme qui convoque avec amour et sincérité la culture geek dans ce qu'elle a de plus fédérateur. Une œuvre qui certes souffre d'imperfection et d'un rythme hasardeux, mais dont l'enthousiasme et le bien fondé de l'entreprise suffisent à gommer ses points noirs. Si vous voulez un film hors des carcans et des caricatures qu'Hollywood aime recracher à foison, et si vous vous proclamez un tant soit peu geek, alors ne passez pas à côté de ce film. Et dans la même veine, jetez aussi un coup d'œil au film du Hard Corner de Benzaï. Parce que soutenir les projets indépendants à l'heure où l'internet est en train de redéfinir les standards filmiques, c'est presque un devoir de cinéphile. Après Millennium, David Fincher continue son exploration des sujets à controverse avec le superbe Gone Girl, histoire a priori simple de couple qui tourne au drame. Une spirale d'événements terrifiants au cœur de laquelle tourbillonnent des jeux des apparences, l'attaque au vitriol de médias assoiffés de faits macabres et une réflexion cynique sur le mariage. Film pro ou anti-féministe, ce sera au public de trancher. L'un des films les plus attendus de l'année 2014 fut aussi l'un des plus délicieusement subversifs sortis d'Hollywood récemment, diaboliquement grandiose. Il y a 10 ans, Denzel Washington faisait parler la poudre en justicier hardcore dans Man on Fire. Aujourd'hui, il n'a pas perdu la main et le prouve avec The Equalizer, pur vigilante movie bourrin à l'ancienne. Si le scénario ne casse évidemment pas des briques, on est surtout là pour le personnage de badass campé par Washington, tout en nuances, et sa capacité à dessouder du méchant avec une froideur impitoyable, à réserver aux fans des films d'action décomplexés donc. Si on n'attend généralement pas grand chose de certains films français, des fois la surprise peut frapper. Le Grimoire d'Arcandias, petit film fantastique bien sympa, fait partie de ces petites productions bourrées de bonnes intentions et très plaisantes à regarder. Et si ce n'est pas ce qui va redresser le film fantastique sauce hexagone, cela reste tout de même un honorable divertissement pour tête blonde à mater à plusieurs. Poilant, généreux et réussi, un petit trip aussi curieux que franchement hallucinatoire par instant.
Également dans le genre film pour jeunes, un chouïa mieux qu'on pouvait le penser, Lou, journal infime, adaptation du succès de librairie éponyme, doit sa place dans cette liste au fait qu'il est un ovni particulièrement intéressant. Teen movie légèrement cucul-à-praline, alignant les références savoureuses et doté d'une esthétique soignée et créative, sorte de croisement dingue mais curieux entre un sitcom et un manga live, le film dépeint des personnages et un univers vraiment unique. Ce n'est clairement pas un grand film, loin de là, mais c'est tellement spécial, vivant et bigarré qu'il méritait au moins la mention. Sans surprise, le Momie de Xavier Dolan arrive dans la liste. Et moi qui ne suis pas particulièrement fan du cinéma du jeune québécois, je dois dire que son récit d'amour inconditionnel a réussi à m'épater. Interprétation au poil, faux aussi fourni que la forme, refus du pathos facile, cet hymne à l'existence mérite finalement toutes les louanges que la profession et le public lui accordent. Autre bonne surprise, cette fois venue du cinéma belge, le film Bouboule m'a quand même bien retourné le ciboulot. C'est qu'il ne fallait pas se laisser avoir par sa désastreuse campagne marketing qui donnait l'impression de nous vendre une comédie débile se moquant encore des personnes enrobées. En réalité, Bouboule est une chronique de vie amère et désenchantée sur un préadolescent obèse en pleine quête identitaire. Un drame social un brin trash et adroitement mis en scène, qui n'évite pas quelques écueils certes, mais ne joue pas la carte du ciné d'auteur prétentieux et envoie valdinguer les codes du teen movie mou et consensuel qu'il aurait pu être. À découvrir donc. Je vous l'avoue, il y a quelques mois, je n'étais pas super joyeux à l'annonce d'un nouveau film d'Astérix, déjà en 3D et en plus sous la houlette d'Alexandre Astier, auréolé du succès de sa série téléculte. Erreur de ma part et on ne m'y reprendra plus. Astérix est enfin de retour au cinéma pour une aventure aussi plaisante visuellement que drôlement bien écrite. Avec son animation cartoonesque à souhait et son humour respectueux de l'esprit de l'œuvre originelle, le film d'animation en remonte à beaucoup des concurrents dans le domaine, DreamWorks et Pixar en ligne de mire, et redonne un coup de fouet aux petits Gaulois qu'on avait délaissés depuis trop longtemps dans la sphère culturelle actuelle. Les adaptations de BD vraiment bien faites deviennent trop rares, alors quand un film aussi généreux et par exclusif pointe, ça fait vachement plaisir. Interstellar est par défaut un des meilleurs films de l'année passée, même s'il n'est pas l'expérience ultra révolutionnaire qu'on nous avait vendue. Le film est certes ambitieux, intelligent et finement mis en scène, mais montre, comme The Dark Knight Rises, les limites de son auteur. Là où le Gravity d'Alfonso Cuarón était une expérience viscérale et émotionnelle forte, où les détournements sensoriels transportaient l'audience, l'opus de Nolan est un trip intellectuel certes, traversé de quelques fulgurances, mais qui oblitère les tentatives de connexion émotionnelle qu'il est supposé créer. En résulte une œuvre par moments brillante, mais plombée par un rythme parfois longuet et l'usuelle raideur de sa mise en scène. Ça n'empêche pas d'apprécier le film pour ce qu'il est, à savoir un film de SF bien au-dessus de la moyenne des autres films du genre actuel. Autre film coup de poing de cette fin d'année, injustement comparé à Drive du simple fait de son décor, Night Call est un thriller super prenant, véritable charge au vitriol contre la course au scoop et la dérive de la déontologie journalistique, porté par un Jack Gyllenhaal qui ne nous avait pas autant donné les miquettes depuis sa prestation dans Donnie Darko. C'est malsain, pervers et retors, mais tellement captivant. Autre film important, surtout en cette période trouble, le premier film du rappeur Abd al-Malik est une autobiographie réussie d'une semi-success story forgée dans la douleur et le questionnement religieux et identitaire. Pendant optimiste de la haine de Kassovitz, le film est un formidable plaidoyer pour l'espoir et la tolérance, valeurs salutaires à l'heure où le peuple français se rassemble sous les valeurs de sa bannière, les prémices d'un grand cinéaste en devenir. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit listing de films, que ceux que vous avez vus ont été dans la liste, et j'espère aussi que certains films que vous ne connaissez pas ou que vous n'êtes pas allés voir auront attiré votre attention et que vous irez les voir. Dans tous les cas, je vous recommande très vivement de regarder ces œuvres, si ce n'était pas déjà le cas. Voilà, on finit avec une petite note positive en espérant que 2015, qui va être chargé en belles nouveautés et en bonnes surprises, soit tout aussi amusante comme année que l'année 2014. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, regardez plein de films et amusez-vous bien. Yeah!